Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Vocation Mentor d'entrepreneurs pour la planète. Chaque mois, nous partons à la rencontre d'un ou d'une dirigeante mentor engagée au sein de notre communauté afin de permettre l'émergence de solutions à impact environnemental innovantes. L'opportunité d'échanger avec ce mentor sur son parcours, son engagement pour une économie plus durable, mais aussi sur son expérience plus personnelle du reverse mentoring façon entrepreneur pour la planète. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Fabrice Cocchio, SVP du groupe Digital Realty et président Digital Realty France, anciennement Interaction France, partenaire mécène historique d'Entrepreneurs pour la planète et mentor du Parc national des Calanques à Marseille. Bonjour Fabrice. Bonjour. Fabrice, vous êtes SVP du groupe Digital Realty et président Digital Realty France. Racontez-nous votre parcours de la naissance d'Interaction dans un garage à Aubervilliers au rapprochement avec le groupe Digital Realty, aujourd'hui leader mondial du data center. Alors, je vais essayer de vous faire court sur 24 ans d'histoire du développement du data center, puisque ce métier est arrivé au moment où nous avons eu le plaisir, avec quelques-uns à travers l'Europe, de monter cette aventure. Moi, je venais du monde des télécoms. Et j'ai pu connaître le fondateur historique d'Interaction, qui était un Hollandais, Bart Dendries, avec qui je me suis associé. Donc, on était comme dans les histoires drôles, hein, un Français, un Allemand, un Anglais, un Belge, et ainsi de suite, avec une prétention en pleine bulle Internet de créer, au moment de la dérégularisation des télécoms, des espaces neutres pour héberger toutes les sociétés pour bénéficier de la dérégularisation des télécoms, et donc le fait qu'on puisse aller d'une frontière à une autre au sein de l'Union européenne pour vendre ses services ou développer des offres pour des clients, essentiellement entreprises ou particuliers. Donc là, l'ambition était d'être tout de suite un acteur européen. D'ailleurs, en 99, il n'y avait pas encore l'euro. Nous, on travaillait déjà en euros. Alors, on a pu en fait faire ce qu'on appelle très vulgairement du learning by doing, hein. On a appris à faire du data center. On a compris un petit peu ce qu'attendaient les clients. En 24 ans, énormément de choses forcément ont bougé. Mon premier data center, effectivement, dans un entrepôt à Aubervilliers, au nord de Paris, c'était 1000 mètres carrés de salle informatique, 2 mégawatts de puissance et à peu près 17 millions d'euros d'investissement. Notre nouveau projet en ce moment, 24 ans plus tard, à côté de l'aéroport du Bourget, c'est à peu près 60 000 mètres carrés de salle informatique, donc à facteur 60, 200 mégawatts, à peu près le cinquième d'une centrale nucléaire, et un investissement de 2 milliards. Donc vous voyez, le monde a un peu changé dans les chiffres, et à partir de 2010-2011, on est rentré dans une autre dimension liée à l'accélération de la croissance de la data, mais également de l'accroissement des échanges, de développement numérique. Moi, je me souviens très bien en 2002, quand certains de mes ingénieurs venaient me voir en me disant « Tiens, il y a un nouveau truc sympa, un moteur de recherche, ça s'appelle Google ». Bon, après, on est venu me voir en 2004-2005 avec des iPhones. Je trouvais ça moins pratique qu'un BlackBerry, pour être très franc avec vous. Et puis, on voit bien toute l'évolution qu'il y a pu y avoir derrière et l'explosion de ces données. D'un monde classique d'externalisation de salles blanches, on est passé à des créations de hubs, c'est-à-dire à des notions d'agglomération dans certaines villes du monde, de capacité d'hébergement pour pouvoir créer les moyens, les infrastructures nécessaires pour que nos clients puissent échanger entre eux, pouvoir justement rentrer dans une phase manufacturing de la data. C'est-à-dire que la donnée se construit comme on construit une automobile, comme on construit une usine, pour pouvoir livrer un service final à un citoyen, un particulier, une entreprise. Deux éléments, peut-être pour finir. Après 24 ans, moi je peux vous dire aujourd'hui que ce n'est que le début. On est face à une explosion de la création de données. La donnée créée en Europe et dans le monde croît d'à peu près 140% par an. C'est juste colossal. Ça veut dire qu'on fait à peu près x10 tous les 6 ans. Et que tout le travail d'acteurs responsables comme nous, qui entre-temps, en 24 ans, sont devenus d'abord le premier acteur européen, puis maintenant, après avoir fusionné en 2020 avec le groupe Digital Realty américain, nous sommes devenus le premier acteur mondial. On gère aujourd'hui 320 data centers dans le monde, un peu plus de 5000 clients et une capitalisation boursière de 42 milliards. Donc, plus du tout grand-chose à voir avec un entrepôt Les 1000 mètres pas terrible carrés. et les 1000 mètres carrés d'Aubervilliers. Voilà. Effectivement, C'est un peu passé. il s'est passé beaucoup de choses. Donc, une transformation rapide, des enjeux colossaux. J'aimerais qu'on revienne sur cette notion de hub. Aujourd'hui, notamment, Digital Realty a une présence très forte à Marseille. Marseille est devenu le 7e hub Internet mondial. Vous
n'y êtes pas étranger, et va certainement devenir en 2024 le cinquième hub. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la place de Marseille, justement, dans ce secteur des data centers? D'abord, pour comprendre, c'est toute l'évolution, ce qu'on appelle aujourd'hui digital, transformation digitale, numérique, enfin ça reste de l'informatique et des télécoms. Finalement, c'est trois choses, hein. On crée de la donnée, premièrement. Deuxièmement, on stocke et on processe de la donnée. Et troisièmement, on échange de la donnée. Et c'est au moment, comme toutes les lois de l'économie, c'est au moment de l'échange que se crée la valeur. Et donc, on a, nous, essayé de transformer nos data centers ou nos campus de data centers pour qu'ils correspondent justement aux attentes de localisation géographique, mais surtout aux capacités pour nos clients de pouvoir échanger cette donnée de façon agile, évolutive et surtout à moindre coût. Alors, le hub, pour vos auditeurs, le hub, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une concentration de moyens d'infrastructures télécom et surtout une concentration de clients. Ce sont nos clients dans nos data centers quand ils amènent leur plateforme informatique et télécom qui réalisent le hub. Nous, nous sommes qu'un acteur nécessaire, mais pas suffisant. Et ça correspond au fait qu'à peu près aujourd'hui dans le monde, vous avez une cinquantaine de villes qui, sans surprise, Amérique du Nord, Europe du Nord-Ouest, Asie développée, qui concentrent à peu près 80% des échanges de contenu. Donc vous voyez que c'est extrêmement concentré. Et dans ces 50 villes, vous en avez à peu près 47 qui sont des villes qu'on appelle city-centric, c'est-à-dire des villes qui concentrent en tant que capitale économique, que ce soit Paris, Francfort, que ce soit Séoul, Tokyo, Chicago ou New York, qui concentrent, de par le PIB général et le PIB informatique, qui généralement est bien supérieur à la concentration de PIB de ces métropoles, qui concentrent les échanges de contenu en général. Et puis vous en avez trois, on arrive donc aux 50. Vous en avez trois, que sont Miami, Singapour, Marseille, qui elles sont des villes qui ne correspondent pas forcément, et encore on pourrait le discuter un petit peu pour Singapour, mais qui ne correspondent pas exactement à une surconcentration de PIB économique ou de PIB informatique, mais qui bénéficient de leur position géographique très particulière pour être ce qu'on appelle des villes gateway, c'est-à-dire des villes où on rentre et on sort dans un processus de redistribution ou de manufacturing de la data. Alors Miami, c'est assez classique, c'est la remontée de l'Amérique du Sud et des Caraïbes vers l'Amérique du Nord. Singapour, dans le maritime, on le connaît bien, de par sa position dans le détroit de Malacca. Et puis Marseille, c'est finalement quand on vient avec des câbles sous-marins notamment, puisque c'est ce qui transporte 99% de la data dans le monde, quand on vient d'Asie du Sud-Est, du sous-continent indien, de l'Afrique de l'Est, de la mer Rouge, et qu'on débouche en Méditerranée, pour rejoindre le cœur informatique européen qui est constitué de Londres, Paris, Francfort et Amsterdam, c'est l'endroit le plus court. Et c'est l'endroit le plus court, donc c'est le plus rapide de venir atterrir à Marseille pour interconnecter avec le cœur européen. Si c'est le plus court, c'est le plus rapide. Si c'est le plus rapide, c'est également le moins cher. Et donc, il y a toujours une notion, encore une fois, d'agilité, d'évolutivité et puis de moindre coût pour nos clients. Donc, Marseille est une ville extrêmement bien positionnée, puisque au-delà de l'Europe du Sud et de la Méditerranée, en face, c'est l'Afrique, le Moyen-Orient, le sous-continent indien, jusqu'à l'Asie. C'est 4,5 milliards de la population mondiale connectée à Marseille. Et forcément, ça n'a pas échappé à nos clients. Tout le monde se précipite à Marseille pour faire en fait une sorte de stop initialement. C'est ce qui s'est passé quand nous sommes arrivés en 2014 à Marseille, faire ce qu'on appelle un stop et transit en termes de télécom pour échanger des contenus. Puis au fur et à mesure se sont agrégés différents segments, depuis les opérateurs télécoms, les opérateurs de services IP, les points de peering Internet, les nœuds d'échange, les Content Delivery Network, les grosses plateformes de cloud, les Microsoft, Google et ainsi de suite. Et pourquoi ces gens-là se positionnent à Marseille ? Bien parce qu'il y a non seulement un hub c'est un petit peu comme le travail d'aéroport de Paris. Moi, je conçois l'aéroport, je construis l'aéroport, je gère l'aéroport, et nos clients sont les compagnies aériennes et les data, les passagers. Et ça marche sur la même logique. Et nos clients, finalement, peuvent adresser depuis Marseille des tas de marchés, je ne sais pas moi, la Tunisie, le Kenya, qui sont peut-être des pays encore trop petits aujourd'hui pour déployer des infrastructures majeures. Et à partir du moment où vous avez des câbles sous-marins qui sont un véritable effet TGV, on met 115 millisecondes, donc 0,11 secondes pour envoyer un paquet de data de Marseille à Singapour. Et donc ça permet effectivement de pouvoir distribuer, surtout qu'il y a de la concurrence, donc beaucoup de concurrence, 200 réseaux télécom backbone agrégés dans nos data centers de Marseille, et donc un choix énorme qui font que le fret télécom est absolument réduit au plus bas
et donc permettent de pouvoir atteindre ces 4,5 milliards de personnes et les sociétés qui sont concernées. C'est comme ça que se crée un hub. Alors Marseille, pour conclure, en un peu moins de 9 ans, c'est passé de nulle part, c'était même pas classé dans les hubs mondiaux, au 7e hub mondial. Les investissements à venir dans les prochaines années, notamment des opérateurs de câbles sous-marins, vont faire exploser la capacité qui s'exprime en terabits et en centaines de terabits par seconde, et donc forcément continuer de renforcer l'attractivité du hub de Marseille. Et donc on a un phénomène d'agrégation de la donnée. C'est pour ça que, vous voyez, on a fait en 9 ans, on a fait 4 data centers à Marseille. On vient de décider d'investir 1 milliard pour faire MRS5 et MRS6 à Marseille et tripler les capacités que nous avions pour héberger nos clients. Donc Marseille est en route pour aller bien au-delà du 7e hub mondial, à minima le 5e et peut-être même au-delà. Ouais, effectivement, on parle bien d'explosion, effectivement, quand on parle de cette industrie. Explosion justement de la création de data, vous le disiez, et ça ne va pas s'arrêter. Ce que vous nous racontez sur les ambitions, notamment du hub marseillais, en témoigne. Construction de data centers toujours plus grands, les câbles, les données de plus en plus importantes. Comment est-ce qu'on fait pour être un acteur majeur des data centers tout en étant engagé pour une transition numérique responsable? Alors, entre guillemets, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix pour des raisons techniques et deuxièmement pour des raisons d'acceptabilité politique et citoyenne. Premièrement, pour des raisons techniques. Je vous ai mentionné un chiffre, celui de la création de données avec une croissance à plus de 140% par an. Vous vous doutez bien que si tous les acteurs de la chaîne numérique, on ne faisait pas un effort pour travailler sur la densification, à ce rythme-là, on pourrait imaginer que nous et certains de nos confrères, dans 20 ans ou 30 ans, on couvrirait le quart de la France. A priori, ce n'est pas tellement possible. Donc il y a un travail fondamental basé essentiellement sur l'innovation, c'est-à-dire comment travailler pour faire une transition numérique responsable à plusieurs niveaux. Premièrement, travailler bien évidemment sur la non-artificialisation des sols et utiliser par exemple des éléments et des équipements qu'on retransforme. Alors à Marseille, là, je pense qu'on a touché l'acmé de ce qu'on pouvait faire en transformant une base sous-marine allemande de la Deuxième Guerre mondiale en data center qui n'était inutilisée depuis 75 ans. Donc vous voyez, on peut faire du neuf, entre guillemets, avec de l'ancien, mais C'est travailler l'économie là. circulaire. Oui, d'une certaine façon. Mais c'est également surtout des enjeux d'efficience énergétique parce que le monde des data centers, le data center, vous en doutez bien, d'aujourd'hui et celui de demain ne seront pas les mêmes que ceux on faisait à Aubervilliers en 99. La surconcentration électrique, je vous ai parlé de notre dernier projet à Duny, à côté de l'aéroport du Bourget, à Paris, 200 mégawatts, un cinquième de centrale nucléaire. Bon, forcément, non seulement ça laisse perplexe, mais enfin, il y a surtout qu'il faut faire travailler ces usines de façon intelligente dans cette surconcentration pour pouvoir héberger les capacités réclamées par nos clients. Mais à un moment donné, il faut quand même qu'on fasse très attention aux effets de bord que cela représente. Donc, pour avoir, je dirais, une approche anticipée justement des enjeux, et il y a forcément des enjeux de localisation, de densité, d'efficacité énergétique. On est devenu des champions de l'efficience énergétique, c'est-à-dire de faire en sorte que nos infrastructures consomment le moins possible. À Marseille, justement, on a réalisé une première en Europe qui était d'utiliser une eau de rivière souterraine pour pouvoir refroidir naturellement nos data centers. Donc, on a créé indirectement 20 mégawatts d'ENR, d'énergie nouvelle et renouvelable, pour nos data centers. Et en fait, l'innovation au niveau technique est au cœur même de notre ADN, parce que nos sociétés, enfin nos clients, innovent en permanence chez nous. Mais surtout, il n'y a pas de baguette magique, c'est peut-être ce qu'on peut dire à vos auditeurs, il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de grande révolution. C'est beaucoup de travaux, de petites actions ou d'actions plus mesurées pour donner des effets à très court terme ou à moyen terme, plutôt que se dire, vous allez voir, en 2050, on lavera plus vert. Et donc, au cœur de notre façon de concevoir le design de nos data centers, d'opérer nos data centers, passe notre temps à chercher de l'innovation, toujours pourtant dans les mêmes enjeux, densification électrique, densification climatique, donc efficience énergétique fondamentalement, enjeux et innovation également sur l'approvisionnement et l'additionnalité d'énergie verte, et on pourrait très bien devenir, nous comme d'autres, des énergéticiens à l'avenir,
puisque l'énergie est au cœur même de notre activité. Et puis, il y a une dimension, je dirais, d'acceptabilité sociale et politique de nos activités politiques au sens police de la ville, hein, parce que effectivement, ces hubs que j'ai mentionnés, si on parle de la France, bah, c'est Paris et Marseille, ça ne sera pas dans le Larzac. Et donc, dans des villes très peuplées, très denses pour certaines, comme Marseille par exemple, bah, trouver les espaces, les enjeux énergétiques et tout ça en s'intégrant au sein d'une zone métropolitaine. Donc il y a des enjeux économiques évidents. Pourtant, il peut y avoir exactement aussi des externalités qui sont plus négatives. Et donc, il faut faire un travail d'intégration urbaine, d'intégration dans le tissu économique local et surtout essayer justement de générer des externalités positives ce coup-ci. Alors, entre autres, c'est aussi pour ça qu'on a été parmi les premiers mentors, comme vous l'avez rappelé, d'entrepreneurs pour la planète, si je me rappelle bien en 2017. Pour justement commencer à travailler sur ces enjeux, y compris au niveau local à Marseille. Avant qu'on revienne effectivement sur cette expérience avec le parc national des Calanques, j'avais une question parce qu'on voit toutes les actions que vous menez pour réduire votre impact et vous intégrer au tissu économique, politique des villes où vous vous trouvez. Qu'est-ce que nous, consommateurs, chefs d'entreprise, entreprises et individus, simples consommateurs citoyens, on peut faire aussi? Quels sont les usages à encourager pour favoriser ce numérique responsable? Parce que cette explosion de data, elle passe aussi par nous et nos besoins croissants. Alors, il y a pas de secret. Les individus, enfin donc les êtres humains génèrent à peu près 20% des usages et donc de l'empreinte carbone, par exemple, du numérique. Les entreprises, 80%. Donc déjà, il ne faut pas se tromper de cible. Mais quand on veut travailler effectivement sur cette efficience globale du numérique et le faire de façon responsable, bah, la première des choses, c'est de savoir de quoi on parle. Alors ça paraît un peu simple comme affirmation, mais savoir de quoi on parle, ça veut dire mesurer. Parce que tant qu'on ne mesure pas et qu'on ne connaît pas des enjeux, des ordres de grandeur, eh bien, très compliqué d'en définir une trajectoire probable si on ne fait rien, et donc du coup de pouvoir mesurer au fur et à mesure des efforts, des actions pour pouvoir réduire au maximum ces impacts globaux sur l'environnement que peut représenter le numérique. Alors, moi, ce dont je m'aperçois, c'est qu'effectivement, peut-être plus les entreprises que les particuliers, mais c'est normal, se sont engagés sur ces éléments. Par contre, dès que ça touche le numérique, c'est déjà un petit peu plus vague parce que les sociétés ne sont pas forcément outillées pour justement mesurer, déjà faire un état. Et nous, ben, on a non pas une prétention, mais en tout cas, on essaye d'aider nos clients ou nos prospects à pouvoir commencer déjà par faire un état des lieux et mesurer. Mais déjà, en faisant un travail de neutralité jusqu'à la compensation carbone, ça permet à nos clients, indirectement en venant chez nous, ils effacent finalement l'empreinte carbone de leur plateforme informatique et télécom. Donc là, on peut vraiment dire, je pense, qu'on les aide à rentrer dans une dimension responsable de leur propre numérique. Mais on donne d'autres outils, hein, notamment plutôt pour nos prospects, c'est-à-dire que récemment, on a mis pas mal de temps à le sortir, mais on voulait quelque chose d'assez facile à utiliser, un éco-calculateur qui est en ligne sur notre site web, où nos clients ou prospects peuvent comparer l'impact carbone de leur plateforme informatique en fonction de leurs usages, si c'est chez eux, chez un tiers, et s'ils l'avaient mis chez Digital Realty en France. Et puis, bah, vous vous en doutez, les résultats sont assez parlants, parce qu'on voit qu'effectivement, on a des impacts de division par 20, par 30, par 40, donc des facteurs considérables. Mais ça, c'est simplement un outil pour faire aussi réaliser nos clients qu'un data center ou une salle informatique, elle n'est pas forcément égale à une autre. Il y a donc des enjeux avec des actions assez faciles. Donc ces outils, c'est essentiel pour que les entreprises comprennent ces enjeux, y travaillent. Et puis pour les consommateurs, bon, bah, nous, on ne s'adresse pas directement aux particuliers, hein, ce sont souvent les clients de nos propres clients, mais il est nécessaire de faire passer un certain nombre d'éléments et d'abord de savoir de quoi on parle. L'énorme impact au niveau des particuliers est directement lié aux terminaux qu'ils achètent, consomment, renouvellent. Donc, on entend souvent qu'il faut effectivement peut-être éviter de
de changer tous les ans son smartphone pour être au dernier cri. C'est évident que c'est le cas. Il faut faire un petit peu attention sur les usages. On n'est peut-être pas obligé de passer sa vie à regarder des vidéos de chatons, parce que derrière une vidéo de chaton, il y a quand même beaucoup de machines dans les data centers qui tournent pour pouvoir ramener ça en quelques millisecondes. Et puis, il faut travailler un petit peu sur la prise de conscience des individus. Donc voilà, il y a un certain nombre d'enjeux. Nous, on travaille déjà maintenant avec certains de nos clients pour les aider vis-à-vis des particuliers à leur faire prendre conscience d'un certain nombre d'enjeux d'optimisation et paradoxalement, de réduction de leur consommation électrique et donc de la réduction des usages numériques au sein de nos data centers. On vient d'engager avec le grand assureur Allianz, qui est un de nos très gros clients, un travail fondamental sur 3 ans à peu près pour réduire et optimiser la façon dont eux-mêmes utilisent les machines informatiques dans nos data centers. On pense qu'en tant que leader, eh bien, on se doit aussi de tester des choses, de montrer un peu le chemin et d'emmener avec nous d'abord la filière de data center, parce qu'encore une fois, on n'est pas tous égaux, et également indirectement toutes les parties prenantes, nos clients et leurs usagers derrière. Donc, énormément d'enjeux pour nous. Pour terminer, est-ce que vous commenciez à en parler tout à l'heure, vous pourriez nous raconter l'histoire de Prométhée Med et qui a été initiée justement par Entrepreneurs pour la planète et montrer justement en quoi vous agissez au niveau des territoires pour la compensation carbone, mais et surtout pour aider des espaces naturels protégés comme le parc national des Calanques à financer les moyens qui vont leur permettre de protéger la biodiversité et les fonds marins. Alors, dans le cadre de notre politique et stratégie RSE au niveau du groupe, au niveau mondial ou au niveau français, on essaye de privilégier des actions au plus près de l'empreinte physique de nos data centers, que ce soit donc en zone métropolitaine à Paris ou à Marseille. Travailler, comme j'ai eu la chance de rencontrer Entrepreneurs pour la planète, travailler sur ce modèle qui est de mettre en relation et d'animer une communauté entre des porteurs de projets, des mentors ou des entreprises engagées pour le territoire, nous paraissait correspondre exactement à ce que nous souhaitions faire. Grâce à Entrepreneurs pour la planète, on a pu mettre en place un binôme, comme vous les appelez, un binôme avec le Parc national des Calanques, où on a pu travailler sur des tas de choses, notamment sur les enjeux d'hyperfréquentation des calanques avec les impacts sur la biodiversité que ça pouvait avoir. Et puis, on a identifié que nous, on avait à Digital Realty un sujet. Comme on faisait de la compensation carbone, on cherchait à pouvoir faire de la compensation labellisée en France. Et à ce moment-là, en 2018-2019, il n'y avait pas de projet. Donc moi, je compensais au Kenya, au Congo, au Mozambique, en Birmanie. Bon, on n'est qu'une seule planète, certes, mais si on pouvait trouver des solutions en France et a priori en plus à Marseille, ça aurait été un petit peu mieux. Et donc, on a travaillé sur un projet extrêmement ambitieux qui a été de faire reconnaître par le ministère de la Transition écologique et de la nouvelle loi bas carbone votée en 2019, la possibilité non pas de créer des nouveaux puits de carbone, mais de travailler à protéger des puits de carbone existants. Et notamment ces herbiers marins qui s'appellent les posidonies, qu'on trouve beaucoup en Méditerranée Azur, mais aussi la Corse et la Côte Ligure en Italie, un petit peu aux Baléares également, qui souffrent beaucoup depuis des années par différentes activités, que ce soit le nautisme, le tourisme ou tout simplement le réchauffement de la mer. Or, ces posidonies ont le bon goût de capter 30 fois plus de carbone que les arbres. Et donc, nous, entreprise, on a fait ce qu'on sait bien faire, entre guillemets, de temps en temps, hein, c'est-à-dire mobiliser les énergies, mobiliser les financements. Donc, moi, j'ai appelé mes amis de Schneider, d'Atos et ainsi de suite pour qu'on puisse mettre à disposition des scientifiques du Parc des Calanques les moyens de travailler avec des experts pour rédiger une méthodologie de protection des herbiers de Posidonie. On a fait ce qu'il fallait également pour garder un timing, hein, c'est-à-dire il ne fallait pas qu'on parte pour 15 ans pour ce dossier-là. Donc, très rapidement, en moins de 2 ans, on a pu déposer auprès du MTES donc, cette méthodologie qui a été validée en décembre de l'année dernière. Là, on est rentré dans la phase d'expérimentation pour le parc des Calanques, c'est-à-dire en gros, on met tout un système de bouée écologique et d'organisation du nautisme pour éviter les arrachages par encre, notamment des posidonies.
Dans quelques mois, via un audit, il y aura une validation, je le pense sans problème, de cette méthodologie. Et derrière, il y a des enjeux majeurs, non seulement bien sûr de protection de ces herbiers marins qui sont à la fois des nids de captation de carbone, mais aussi des éléments nourriciers pour la faune et la flore, mais surtout de donner à travers la capacité de pouvoir vendre de la tente de carbone pour le parc des Calanques des moyens financiers sans commune mesure avec les dotations de l'État pour le fonctionnement d'un parc national, et donc de pouvoir donner les moyens au parc des Calanques d'investir et de lancer même d'autres projets dans le cadre de la protection de la biodiversité. Donc là, moi je pense que c'est un exemple extrêmement vertueux, un exemple qui n'aurait pas été rendu possible sans justement la mise en relation et l'animation permanente par Entrepreneurs pour la planète. Mais alors ça, c'est un très beau projet, assez large, hein. Ça a quand même été le premier label bas carbone déposé en France. Donc moi, j'en suis très fier pour les équipes du Parc des Calanques et pour les sociétés associées à Digital Realty. Mais il y a des tas de projets qui se font, et j'en ai été témoin dans les dernières années, grâce à Entrepreneurs pour la planète, entre un mentor et un porteur de projet. Et tout petit pas, même si tous peuvent avoir de l'ambition, tout petit pas est bon. Hein. Donc il faut clairement s'engager et tous ensemble, on va y arriver. Merci Fabrice. De rien, avec plaisir. Toujours un plaisir de travailler à un monde meilleur avec EPLP.